Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Bienvenue pour la dernière de la semaine, les matins d'Aïssa, que je vous propose avec beaucoup de bonheur du lundi au vendredi sur Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora, une émission, une vitrine pour parler de ces belles réalisations, raconter ces beaux parcours, ces belles histoires inspirantes et impactantes, ces Africains venus du continent ou nés ici en diaspora, qui nous racontent leurs réussites, leurs échecs, qui nous racontent leur parcours avec beaucoup de passion et d'émotion. Nous allons aller à la rencontre de trois personnalités aujourd'hui. Nous accueillerons Moussa Djerasouba. Il est très connu dans le tissu associatif et culturel de la Côte d'Ivoire en diaspora. Il organise deux événements, d'abord un tournoi de foot et une soirée gala qui va récompenser les talents de la diaspora ivoirienne en France, donc en région parisienne. Deux événements qui ont lieu, le tournoi ce week-end et le dîner gala le week-end prochain. On y reviendra avec Moussa Djerasouba en direct dans l'émission. Tout à l'heure, nous accueillerons Kamit. Il est artiste originaire du Gabon. Il est de passage à Paris dans le cadre de la promotion de ses actualités. Il est auteur, compositeur, interprète, rappeur, poète et écrivain. Nous allons parler de sa double actualité, la sortie de son nouveau single en featuring avec l'artiste Pamela Badjogo. Ça s'appelle « Je pense à toi », un titre en hommage à sa terre natale, le Gabon. Et nous parlerons également de son concert à la Comédie Divine, le 27 juin prochain à 19h. Nous parlons dans un instant du succès à sa manière. Nous accueillons un auteur inspiré, multi-entrepreneur, auteur. Nous accueillerons tout à l'heure Dimitri Mfumu Titi. Il nous parle de l'art de réussir à pas de tortue. C'est le titre de son ouvrage, Slow Success, l'art de réussir à pas de tortue. Il nous parlera un petit peu de son histoire, de sa vision de la réussite dans quelques minutes dans l'émission Les Matins d'Aïssa. On se retrouve juste après ce titre de Bastion, direction le pays de la Teranga avec Vie ta vie. Vivons nos vies dans les matins d'Aïssa avec Bastion. Bienvenue dans votre émission de cette fin de semaine. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025. Il est 8h06 en temps universel. Il est 10h06 à Paris. Bienvenue. Les Matins d'Aïssa sur Espace. Bonjour Aïssa et merci pour cette opportunité de pouvoir mettre en lumière Slow Success ou l'art de réussir à pas de tortue. En effet, oui, c'est une question philosophique puisque dans l'un des chapitres du livre, j'aborde sous l'angle, on va dire, un peu humoristique, cette phrase que certains peuvent entendre, l'homme blanc a inventé la montre, mais l'Africain a le temps. Donc déjà, on peut philosopher à partir de cette phrase qui nous montre qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on est en Afrique, on aime bien en fait passer du temps avec ses amis et la notion d'heure a très peu d'importance. Ce qu'on privilégie, c'est le moment en fait qu'on vit et non pas le fait d'arriver à 8h05 ou à 8h02 ou à 8h30. Mais ça ne veut pas dire qu'on est irrespectueux, ça veut dire qu'on profite du temps qu'on a avec la personne qui est en face de nous pour passer à l'instant suivant. Donc en effet, oui, ça amène aussi de la philosophie. Et lorsque dans votre cas, le mien également, on a des origines africaines et qu'on vit, qu'on a grandi, qu'on a évolué en Europe, où est-ce qu'on se situe entre les deux ? Est-ce qu'il y a un fossé ? Est-ce que l'expression le cul entre deux chaises, entre guillemets, prend son sens dans le cadre du temps ? Oui, alors en fait, il faut savoir l'allier de façon positive. En effet, lorsque on est dans un pays, quel que soit en Europe, en Occident, on a donc des contraintes qui sont liées à ce qu'on appelle la mesure de temps, qui est l'horloge, donc la montre. Et par rapport à ça, lorsqu'on doit honorer des rendez-vous, en effet, il est important, un entretien par exemple, ne serait-ce que lorsqu'on invite quelqu'un, pouvoir honorer le fait d'être à l'heure, c'est super. Et dans un autre temps, dans une autre façon, j'allais dire d'une autre manière, le fait de parfois ne pas honorer le temps, soit c'est dû au fait on s'est pas organisé pour, j'allais dire ça comme ça de manière très positive pour pouvoir arriver à l'heure. Mais en effet, oui, c'est quand même un mix à avoir et respecter la personne quand même à qui on date, à qui on fait face ou avec laquelle on a rendez-vous. D'où le décalage qu'on peut avoir souvent lorsque l'on retourne au pays
pour des vacances, par exemple, souvent on est repéré en disant bah lui, ça se voit qu'il vient pas d'ici, il marche trop vite. Exactement. Alors il marche trop vite ou parfois il essaye de faire comme les autres en épousant justement le rythme local et ne plus se soucier du temps et vivre les moments présents. Alors, on parlait de philosophie tout à l'heure et cette notion de temps. Albert Einstein donc, a introduit, vous dites, une idée révolutionnaire à propos du temps. Pourquoi c'était important également de parler de ces penseurs, de ces philosophes qui ont justement fouillé cette question du temps? Alors, c'était important pour moi, en fait, dans le livre, lorsqu'on parle de notion de succès, bien entendu, aujourd'hui, il y a cet élément de vitesse. Je deviens milliardaire très vite ou millionnaire très vite, peu importe le seuil. Et pour moi, c'était important de réfléchir sur la notion de temps d'une façon scientifique. Ouais. Je vous laisserai le découvrir dans le livre, mais en synthèse, je peux vous dire que donc, en ayant observé deux scientifiques qui sont Einstein et Hawkins, il y en a un qui va nous parler du temps qui est relatif et l'autre qui va nous parler du temps qui est concentré. Et ce qui montre bien au départ qu'on a deux approches complètement différentes. Ouais. Et ce qui me permet de descendre après ce que je disais tout à l'heure sur cette fameuse mesure qui est définie par un sociologue qui est Bergson, lui qui va regarder l'horloge et qui va nous parler du temps objectif et du temps relatif que l'on peut ensuite appliquer à des entrepreneurs, où justement on en riait tout à l'heure, mais c'était par rapport à l'exactitude, le fait d'arriver à telle heure ou telle autre. Mais c'est important de savoir que des scientifiques ont déjà réfléchi sur cette notion de dilatation du temps. Ouais. Et aussi pour montrer que c'est quelque chose qui est aujourd'hui existant. Et quand on le voit même du côté spirituel, parce que j'aborde aussi cette notion pour montrer que quand je fais référence à la création du monde avec le livre de la Genèse, on voit bien que Dieu il crée le monde en 6 jours, il se repose le 7e jour. Ouais. Et il y a le roi David qui dit comme ça, 1 jour dans sa présence est comme 1000 jours. Donc c'est pour montrer aussi que le fait que lorsqu'on est en présence de quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un qui... le temps n'a plus de comment on appelle ça, de mesure, et on veut vivre le moment présent. Et après, il y a aussi bien sûr le roi Salomon qui va nous dire qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour récolter, un temps pour semer. Donc, qui nous montre bien qu'il y a des phases, il y a des étapes et il y a des moments différents. Donc, c'est pour moi, il était important de passer par cette notion, montrer que des scientifiques ont réfléchi, qu'on a des sociologues et des philosophes qui ont réfléchi, que la religion aussi en parle, et que après, dans la civilisation, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, chaque civilisation a une notion du temps qui est complètement différente. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gens tout simplement. Vous voyez... parce qu'ils sont de l'extérieur, il faut les connaître. Il faut savoir d'où ils viennent pour mieux apprécier en fait qui ils sont et comment ils appréhendent le temps. Et après, on peut en effet voir si en fait quelle est la notion au succès qu'ils attachent, quoi. Alors justement, le message principal du livre se focalise sur la notion du temps en ce qui concerne la réussite, le succès, la réalisation, on va dire, puisque chacun pourra donner une définition de réussite. Alors vous remettez en question la vision dominante de la réussite rapide et immédiate en valorisant plutôt la patience, la persévérance, la construction progressive et plutôt une vision à long terme. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, tout comme vous, je pense que vous êtes frappé par toutes les communications que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux d'influenceurs, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle des créateurs de contenu. Donc, des TikTokers, des YouTubeurs, je vais résumer cela comme ça. Et moi, j'ai des enfants. Quand ils voient ça, vous pouvez être riche en 1 semaine, millionnaire en 3 semaines. Enfin, en gros, plein de raccourcis pour nous montrer que le succès est rapide. Sauf que Aïssa, vous comme moi, on a un peu de bouteille. On sait que ce qui nous qualifie, c'est le travail. Et ça demande du temps. Et c'est pour ça que ça a été important pour moi de... telle cette fable, le lièvre et la tortue, qui m'a amené donc, à mettre la tortue en avant. On peut imaginer que le lièvre va très vite. Mais non, à la fin, c'est la tortue qui gagne. Ouais. Donc, cette fable a été écrite il y a très longtemps. Et pour moi, c'est toujours d'actualité. Et c'est pour ça qu'il a été important pour moi de faire un peu comme un pied de nez à ce temps où tout va très vite aujourd'hui avec l'hyperconnectivité, l'IA, où si je vous envoie un SMS, si vous ne me répondez pas dans les 5 secondes, je pensais que vous êtes morte. Donc, c'est simplement faire une pause, à un moment donné, reconsidérer la notion du temps et du succès pour permettre à chacun en fait, de pouvoir l'appréhender à son propre rythme.
Alors, quelles ont justement été les étapes clés ou les moments décisifs qui ont façonné votre vision de la réussite et de la persévérance? Je suppose que c'est votre parcours personnel qui vous a permis de développer cette philosophie et de vous dire, voilà, c'est important d'être patient et de ne pas réussir comme ça d'un claquement de doigts, mais plutôt asseoir sa réussite. Tout à fait. Bah, ça commence. Moi, j'arrive en France. J'ai 6 ans, parce que je suis originaire, comme vous l'avez dit, du Congo, Brazzaville, et né à Pointe-Noire. Donc, j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité en France, du CP jusqu'à l'université. Où j'ai tenu un master en management de transport logistique. J'ai eu cette chance de ne pas connaître la case chômage. Aussitôt, j'étais recruté dans les grandes entreprises en France, travailler dans le transport, progresser, et à un moment donné, arriver à ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, avec toutes les qualifications, toutes ces choses qui pouvaient me permettre d'accéder très vite à des postes, on va dire, de cadre dirigeant. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, Ouais, c'est le fait que je me sois reconcentré en fait sur, on va pas dire mes origines, mais tout simplement le fait de se dire que j'ai beaucoup appris en France. Et ouais, ben, ce que j'avais appris, comment pouvoir le redonner à mon pays d'origine dans un premier temps et ouais, au continent. Et c'est là où donc j'ai créé l'association ADRNS, qui veut dire Association de développement des relations Nord-Sud, avec ouais. cette vision en 2017 de mettre en place ce qu'on appelle une African Valley. Et par rapport à ça, suite à mon premier diplôme donc en 2000, et là on était en 2017, j'ai trouvé utile de repartir sur les bancs de l'école, donc à l'ESSEC, et de faire ma thèse sur ce projet, qui est la mise en place donc en fait d'un incubateur ou plutôt on va dire d'un espace où on va pouvoir rassembler toutes les personnes qui ont une affinité ou des intérêts pour le développement du continent africain. Et Ouais. donc, en fait, l'African Valley fait écho à la Silicon Valley, mais uniquement sur l'écho, hein, pas sur ce qui se passe. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir là un lieu en fait, où on célèbre la réussite, la culture et aussi l'intelligence africaine, pour pouvoir y trouver en fait toutes les réponses pour pouvoir accompagner nos frères qui sont restés sur le continent. Et quand bien même ayant fait l'ESSEC et ayant fait cette thèse-là, ben, on se rend compte que c'est pas facile. Ouais. Donc, si j'avais fait peut-être une African Valley sur l'Asie ou les États-Unis, ça serait déjà peut-être aujourd'hui. Et donc, par rapport à ces réalités, j'ai compris qu'il fallait user de temps. Et c'est un peu ce message au travers du livre qui veut encourager chaque entrepreneur, chaque porteur de projet à considérer que quand vous avez une idée, même si vous voyez que cette matérialisation n'arrive pas tout de suite, bah, faites preuve de temps. Et c'est ce message que je tiens à porter. Vous verrez que à la fin du dernier chapitre, j'aborderai cette notion d'African Valley pour vous montrer que ensemble, je pense que dans quelques années, c'est ensemble qu'on le fera, mais c'est pas moi le lièvre Dimitri qui va le faire, mais c'est la tortue avec toute la composante de la diaspora qui pourra la faire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des expériences, au fil de la vie, le fait de s'ancrer, de prendre, parce que ça prend des années pour déjà apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, apprendre à, on va dire, être un petit peu plus serein, parce que quand on est jeune, voilà, on veut aller vite dans tous les sens, on n'a pas trop d'expérience de la vie. Est-ce que ça veut dire aussi que pour pouvoir asseoir son succès et le pérenniser, il est important justement de vivre toutes ces expériences pour pouvoir arriver à cela. Alors, il y en a qui vous diront oui, d'autres qui vous diront non. Donc, en gros, je vais essayer de me situer entre les deux. Donc, tout simplement pour aussi encourager les personnes à lire le livre, puisque certains vont peut-être me découvrir sur un aspect que je ne mets pas forcément sur les réseaux sociaux, sur le côté spirituel. En effet, je pense que chaque personne est composée d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et pour justement avoir cette profondeur, au-delà de la philosophie, moi, je suis, on va dire, un croyant. Et ça m'a beaucoup aidé justement à pouvoir avoir ce côté de détachement, Ouais, de prise de recul, on va dire ça comme ça. Comme j'aime à dire, j'ai les pieds sur terre mais la tête au ciel, avec cette réalité concrète qui est face à nous, mais comment en fait aussi amener une certaine distance, parce que je sais que à partir du moment où je suis dans une démarche, eh ben, je vais user de temps, je vais user de, euh,
comment on va dire ça, d'abnégation, Ouais. mais aussi, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le rendez-vous, le kairos. Est-ce qu'on est aligné avec le ciel ou pas par rapport à ce qu'on souhaite faire? Donc, je pense que quand tout est aligné, je pense que oui, ça peut aller très vite, mais d'autres moments, ça peut prendre du temps. C'est pour cela que c'était important je pense, d'encourager chacun à revenir aussi sur ce côté spirituel pour pouvoir justement mieux appréhender cette prise de recul et se dire que la réussite ne se fait pas tout seul. Et donc, du coup, votre propos va un peu à contresens de l'époque, hein, vous le disiez tout à l'heure. Comment est perçu votre propos quand on découvre votre livre, quand on vous découvre à travers vos publications ou lors d'événements où vous participez? Quels sont les retours? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors en fait, moi quand je présente le livre, parce qu'à chaque fois que les personnes passent devant mon stand, parce que c'est de l'auto-édition, pour les accrocher rapidement, j'aime toujours à dire que c'est un livre qui invite à faire une pause dans un temps où tout va très vite, Ouais. et que même à petits pas, le mouvement est toujours une progression. Et beaucoup de gens se retrouvent par rapport à ça, et parfois même juste en voyant la tortue qui est sur la couverture du livre, ça les intrigue, et ils viennent me poser la question, mais c'est quoi? Et donc c'est là on peut engager une conversation, mais tout simplement non, pour dire que aujourd'hui, oui, l'encouragement que moi je souhaite vraiment donner à chacun, c'est de reconsidérer les rythmes, euh, vraiment selon soi, parce que chacun peut avoir des pressions sociales, hein. La réussite se définit de différentes manières. Ouais. Pour certains, ça va être de réussir son diplôme, Son trouver un couple, mari, exactement, avoir des enfants. Et puis, donc après, il peut avoir des pressions externes. Et parfois, on n'est pas forcément prêt. Et quand on cède à ces pressions, soit on fait des bêtises, ou soit ça peut réussir, mais dans la majorité des cas, on fait des bêtises sur le temps. Et donc, c'est pour cela que voilà, c'est juste une invitation à faire une pause. Et puis, à ce que chacun, en fait, puisse revoir les choses à l'aune de sa propre réflexion et aussi de ce qu'il peut croire en lui et de ce qu'il peut projeter sur l'avenir. Et vous, en tant que responsable patrimoine et immobilier, quelles sont les principales responsabilités et défis que vous rencontrez dans votre rôle actuel? Alors moi, aujourd'hui, je suis dans une grande entreprise donc en France qui fait du transport ferroviaire. Donc, je suis plus sur la partie transport de marchandises. Et en effet, D'accord. je suis dans un rôle où je suis donc en charge du patrimoine et de l'immobilier, où je valorise, soit en mettant en location, soit en cédant, en vendant des terrains ou des bâtiments. D'accord. Et aujourd'hui, on est confronté dans un rythme où, en effet, dans une entreprise, il faut ce qu'on appelle les contraintes de court terme, de moyen terme et de long terme. Ouais. Donc, on est tout le temps, en fait, il y a des tensions entre le court terme, le moyen terme. Et il y a cette expression pour ceux qui sont cheminots, qui se retrouveront, on dit toujours qu'il faut attendre le contre-ordre avant l'ordre. On peut nous donner une direction à prendre, mais parfois le lendemain, comme on dit, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Ouais. Mais voilà, on doit jouer avec toutes ces contraintes. Mais autrement, juste une petite boutade de temps en temps. Moi, j'aime bien quand mon chef me demande quelque chose, je lui dis c'est à pas de tortue ou normal. Donc on rigole comme ça, simplement pour dire oui, il faut savoir s'adapter, hein. De temps en temps, il faut aller tel le lièvre, mais de temps en temps, il faut savoir aussi prendre le recul nécessaire. Alors, vous avez accompagné apparemment des projets d'entreprise dans plusieurs pays africains, Congo, Cameroun, Ghana. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de projet que vous avez qui vous a marqué particulièrement et pourquoi? Oui, alors je vous en citais 2 ou 3 même. Le premier, c'est au Congo-Brazzaville, donc avec la vice-présidente de mon association qui avait à cœur de mettre un projet sur la place, donc construire une salle on va dire multiculturelle, où donc il pouvait y avoir différentes manifestations. Donc on a pu comme ça travailler le business plan avec elle, rencontrer le président donc du film panafricain à Cannes, qui nous a aidés dans la construction de cet espace. Et donc en 2021, on a inauguré donc une salle événementielle à Ngoyo, à Pointe-Noire, avec donc la contribution de la diaspora, une salle qui fait 250 places. Et donc là, nous sommes en train de voir quels sont aussi donc les prochains projets qu'on peut y faire. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième projet, c'est au Ghana, où on a accompagné un jeune qu'on avait reçu dans nos after-work. Et en 2023,
fin 2023, nous sommes allés donc au Ghana pour visiter cette ferme pardon, qu'il avait, donc de faire du poisson-chat et du tilapia. Ouais. Et on a donc fait un petit tour de table où on a fait ce qu'on appelle du test and learn, l'accompagnement, pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est le deuxième projet. Le troisième, c'est au Cameroun, où on a donc mis en place une microfinance pour accompagner les femmes qui sont en agriculture. Et aujourd'hui, cette microfinance va bientôt devenir une banque. Donc voilà, voilà les projets concrets. Alors, les after-work, justement, after-work hybrides que vous organisez visent à encourager l'investissement en Afrique. Alors, quel type de retour recevez-vous de ces événements et comment contribue-t-il au développement économique du continent? Alors, là-dessus, ça s'est passé au moment du Covid, en 2021. Plus personne ne pouvait voyager. Donc, les aéroports étaient fermés. Et pour tous ceux qui observent un peu les réseaux sociaux, il y a toujours des événements sur l'Afrique. Et là, il n'y avait pratiquement plus rien. Et donc, nous, on s'était posé la question comment poursuivre cela, et qu'avec l'essor de Zoom à ce moment-là et puis d'autres plateformes en ligne, donc nous, on avait choisi une plateforme qui s'appelait Opin, une plateforme américaine, où on a pu mettre en place donc, ce qu'on appelle des Connecting Days. Et on a travaillé comme ça sur 6 pays. Donc, il y avait le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal, le Rwanda et ça va me revenir. Le Congo? Et le Maroc. Ouais. Voilà. Et on a fait comme ça une journée sur chaque pays. Et c'était donc en gros 1 mois, un pays. Et on a fait ça sur 6 mois, où on a pu donc mettre en valeur donc, non seulement le pays et les hommes d'affaires du pays. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Je vais vous citer un exemple. Pour le coup, on avait donc rencontré une personne donc, qui avait eu un one-to-one dans cette plateforme avec un producteur néerlandais de produits pour les poulets. Et il se retrouvait qu'il n'avait plus de fournisseurs parce que là où il était dans son pays, il y avait le gros, se dire ce qui était le marché, qui était leader sur le marché, avait un peu tensé ses fournisseurs à ne livrer plus personne d'autre que lui. Et donc il s'était retrouvé sans fournisseur. Et grâce à notre plateforme, et ce moment-là qu'on avait organisé cette réunion, il a pu trouver un fournisseur en Hollande qui a pu donc se substituer à un fournisseur d'un autre pays européen que je ne citerai pas, mais pour voilà, pouvoir trouver une autre solution. Et donc voilà quelque chose, ils ont fait plus de, je sais pas moi, 5-6 conteneurs comme ça de produits pour les poulets. Ouais. Voilà. Alors, au-delà de vos activités professionnelles et associatives, quelles sont les passions qui vous animent et comment les intégrez-vous dans votre quotidien? Ah bah les passions aujourd'hui, on va dire qu'elles sont concentrées sur le développement en fait et l'accompagnement des porteurs de projets, des chefs d'entreprise ou des dirigeants à structurer leurs projets et les aider en tout cas dans la réalisation des idées qu'ils ont. Voilà comment je peux me définir. Alors, vous mentionnez monsieur Mossadegh Bali, qui a d'ailleurs préfacé le livre, oui, tout à fait. Le livre, que vous le présentez comme une source d'inspiration. Alors, présentez-nous un petit peu cette personne. Ah bah, monsieur Mossadegh Bali, aujourd'hui, c'est une personne très connue sur le continent africain et au-delà, puisque j'ai eu la chance de le connaître, moi, sur les réseaux sociaux. C'était en 2020-2021. J'ai eu la chance d'aller au Mali. Aussi et donc rencontrer ses équipes et on a depuis gardé donc des relations et lorsque j'ai écrit le livre j'ai pensé tout de suite à lui parce que il y a une phrase qu'il dit qu'il aime à dire, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans les affaires mais ça fait depuis 4 ou 5 ans que les gens parlent de lui et ce qui est formidable c'est que quand il a créé donc son groupe hôtelier, tous les gains qu'il faisait au départ il les réinvestissait au développement de ces hôtels. Et donc, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des entrepreneurs qui parfois dilapident ou qui confondent la caisse avec leur poche, eh ben voilà, c'est aussi une source d'encouragement et aussi pour nos jeunes frères qui sont dans l'entrepreneuriat pour montrer qu'il y a des rôles modèles qu'il faut suivre et qui nous montrent que le succès, c'est sur le long terme. Et là, on se rejoint, vous voyez, pour montrer que c'est sur le long terme qu'on réussit et pas à court terme. Alors, comment vous conciliez votre vie professionnelle, tous ces engagements associatifs, etc., avec votre rôle de père? Vous parliez de vos filles tout à l'heure, à qui vous vouliez apprendre également cet art de réussir à pas de tortue. Alors, comment justement vous conciliez ce rôle de père, notamment dans la transmission de vos valeurs? Ah bah, alors moi j'ai la chance, bon, j'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui sont à l'université et 2 qui sont, on va dire, au collège.
bah, 2 garçons, 2 filles. Donc, on va dire à chaque fois le garçon-fille dans le bon ordre. Le choix du roi 2 fois. Non, écoutez, aujourd'hui, moi, j'essaie d'allier ma vie professionnelle avec aussi le fait d'encourager mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le télétravail en France. Ouais. Donc, le mercredi, quand je suis en télétravail, ça me permet de pouvoir m'occuper des enfants qui ont des activités sportives. Ou le samedi matin, accompagner. Je suis souvent parent accompagnateur pour le foot. Donc, vous voyez, donc ça me permet aussi d'avoir des moments comme ça d'évasion Ouais. et de respirer et bien sûr de soutenir mes enfants dans ce qu'ils font. Mais aussi bah, en étant engagé parce que bon, c'est des nuits blanches quelquefois ou des nuits très tard pour les autres projets parce que j'aime aussi mon travail. Donc voilà. Alors, vous nous racontez un peu votre parcours, votre trajectoire. Vous êtes né donc à Pointe-Noire, c'est Oui, ça? c'est ça. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors oui, donc mon parcours, je suis donc né à Pointe-Noire en 1976. Donc moi, ma mère, elle m'a eu très jeune. Et mon père, donc, ils se sont connus quand ils étaient à l'école. Et quand lui, mon père, a décidé de venir en France, c'est en 82. Donc, je suis arrivé à Paris. J'avais donc 5 ans et demi. Donc, je rentrais au CP. Et donc, voilà, depuis, j'ai fait Paris, La Courneuve, Grigny. Donc pour tous ceux qui ont traversé ces villes, un petit clin d'œil. Et quand je sais qu'il y a un politicien ou voire un grand écrivain qui disait est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Grigny, ben, je vais lui dire que oui, voilà, il peut sortir des bonnes choses de Grigny. C'est vrai que le 9-3, le 93, un peu Voilà, souvent, donc on connaît. Et ça forge aussi un caractère, hein, parce que le fait d'être dans ces, on va dire dans ces quartiers-là, dans ces territoires-là, bah, ça façonne une personnalité. Et aussi bah, se rendre compte que voilà, pour les défis qu'on peut avoir plus tard, ça crée aussi une certaine résilience. Et donc c'est pour cela que dans, on va dire, le modèle qui est le modèle français de la réussite par l'école, c'est la seule chose où on pouvait se dire, c'est par là qu'on pouvait voir le bout de la lumière, quoi, le bout du tunnel, pardon. Et donc c'est comme ça que, voilà, après avoir traversé ces villes-là, bon, on s'est accroché sur les bancs de l'école pour essayer d'avoir voilà, les meilleurs diplômes pour pouvoir entreprendre dans soit donc le travail, parce que c'est quand même ça qui est important. Et une fois que moi j'ai obtenu mon premier travail, donc après j'ai pu acquérir un appartement et j'ai excusez-moi. Et donc fonder famille et donc de fil en aiguille. Donc ça fait 25 ans que je suis en entreprise maintenant et en même temps donc je concilie mes activités d'associative et j'ai aussi comment on appelle ça, j'investis dans certaines entreprises. D'accord. Et j'ai eu une expérience entrepreneuriale au Congo aussi. Mais voilà, donc tout ça qui forme un peu la personne que je suis et qui permet voilà, d'encourager chacun à se dire que là où on a pu faire des bêtises dans mon parcours, hein, je n'ai pas tout réussi. Et c'est là où je reviens avec cette proposition de dire que c'est ensemble, en tout cas qu'on peut faire des choses en Afrique, pas tout seul. C'est cette, en tout cas, expérience que je mets au sein de ADRNS et aussi au travers de ce que j'essaye de montrer dans le livre. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne du livre? Quel est le dernier message que vous avez envie de passer aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin dans les matins d'Aïssa? Alors le dernier message ou l'un des messages que je voudrais passer, c'est qu'aujourd'hui on pense qu'il est difficile de travailler avec, on va dire, toutes les personnes qui sont du continent africain. J'aimerais rappeler que le continent africain, c'est 54 pays. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui des voies et moyens, en tout cas, pour être des partenaires et voir que le développement du continent sur place, ils ne nous attendent pas forcément. Mais si nous arrivons avec des propositions de valeurs, avec des valeurs qui sont du partage et aussi un sentiment tout simplement d'accompagner un développement que nous souhaitons de nos pays premièrement, mais de l'Afrique. Excusez-moi. Chacun sa musique. Voilà, okay, de l'Afrique avant tout. Ben, je pense qu'on sera beaucoup plus fort si on arrive à se mettre ensemble. Et c'est pour ça qu'au travers de l'African Valley, je forme ce vœu de pouvoir rassembler des personnes qui ont donc des intérêts et des affinités pour voir
continent se développer. Et j'aime beaucoup cette phrase de Kwame Nkrumah qui dit que je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique habite en moi. Donc c'est pour ça que tout le monde a sa place, pour autant qu'ils veulent en tout cas développer son pays d'abord, mais l'Afrique avant tout. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle philosophie de la réussite, slow succès, l'art de réussir à pas de tortue de Dimitri Mfumu Titi. Merci d'être venu nous raconter votre histoire inspirante. On vous souhaite bon vent et puis à bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. Matin d'Aïssa qui accueille un invité musical. Les matins d'Aïssa sur Espace. C'est même un peu réducteur puisqu'il est aussi auteur, il est poète. Nous accueillons Kémit, artiste, auteur, compositeur, interprète, rappeur, poète et écrivain, rien que ça, originaire du Gabon. Il vient nous parler de sa double actualité à travers la sortie le 27 juin prochain de son nouveau single en featuring avec l'artiste chanteuse Pamela Badjogo. Le titre Je pense à toi, un hymne à sa terre natale, le Gabon. Il a également une autre actualité, je le disais, un concert qui aura lieu à la Comédie Divine le même jour, donc 27 juin à 19h. On y reviendra en détail dans un instant. Alors merci de nous rejoindre Kémit, on est très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Espace TV Europe. Comment ça va? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Alors, merci d'être venu nous parler de cette double actualité. Ce single qui sort le 27 juin, dans une semaine, vendredi prochain, en featuring avec Pamela Badjogo. Déjà, comment s'est faite la rencontre avec cette artiste chanteuse? Le titre Je pense à toi, vous nous en parlez? Alors, la rencontre s'est faite de manière plutôt naturelle. Moi, l'an dernier, j'avais un concert à la Boule Noire et j'ai regardé la programmation et il se trouve qu'elle jouait quelques mois avant moi. Et j'ai vu qu'elle était d'origine gabonaise, donc je me suis intéressé un peu, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Et puis un beau jour, elle m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me dire ce serait bien qu'on fasse un feat. Et en fait, moi, j'étais heureux parce que j'attendais le bon moment pour la contacter parce que je voyais qu'elle avait une activité assez chargée. J'attendais le bon moment, mais finalement, le bon moment, c'est quand on décide de faire les choses. Et voilà, ensuite, on est entré en contact, on a commencé à échanger. Et moi, j'ai été programmé pour jouer à l'Institut français du Gabon. Du coup, on s'est dit ce serait bien qu'on fasse un morceau parce qu'elle est gabonaise, mais elle vit à l'étranger depuis longtemps comme moi. Et donc, on a fait ce morceau, Je pense à toi. C'est un morceau un peu qui parle de la nostalgie qu'on a du Gabon, le fait de vivre loin du Gabon et de vivre tout ce qui se passe en étant juste un spectateur. C'est quelque chose d'assez difficile, mais qui peut nous protéger aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a des choses qui... faire de la musique comme on l'a fait, là-bas, l'industrie musicale est en plein développement. Donc, il y a des choses, il y a des facilités qu'on a ici qu'on n'aurait potentiellement pas là-bas. Donc, voilà, la connexion s'est faite naturellement et puis, voilà. Alors, on a un tout petit extrait, pas de clip encore, donc on va écouter un petit extrait de ce titre. Ça sort dans une semaine et le jour même, un concert. Donc, les fans attendent donc ces retrouvailles. C'est un concert acoustique à la Divine Comédie à Paris le 27 juin. Pourquoi avoir décidé de faire concorder ces deux dates, la sortie du single et le concert? Parce que c'était important pour moi c'est important pour moi de jouer le morceau en live le jour de sa sortie. En fait, les années antérieures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai souvent sorti les albums, les projets musicaux, les jours des concerts. Et là, je trouvais que c'était bien de sortir le concert le jeudi à minuit. En fait, le vendredi, c'est jeudi à minuit. Ensuite, le vendredi, carrément à 19h30, je joue le morceau en live. Donc, les gens ont la possibilité de le découvrir avant et de venir le découvrir en session live. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ils auront la possibilité de goûter à la chaleur du morceau dans une autre configuration. Et ça, je trouve que c'est important. Et donc, tout est pensé, tout est conceptualisé. Est-ce que le 27, c'est une date particulière? Je ne sais pas, peut-être, pour vous? Non? Bon. Je le faisais quand j'étais un peu plus jeune, au début de ma carrière. Mais maintenant, c'est bon, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça met beaucoup de pression sur les délais. Quand j'ai sorti mon premier projet, j'avais décidé de le sortir à la date d'anniversaire de ma mère. Ensuite, il fallait de le sortir à la date d'anniversaire de quelqu'un d'autre. Puis j'ai tout arrêté parce qu'en fait, ça vous met une pression et ça fait en sorte que vous puissiez sortir les projets alors qu'ils sont même pas prêts. Ouais. Donc maintenant, je n'ai plus cette pression-là. Je sors les projets quand c'est prêt. ouais,
quand c'est prêt. Quand ça sort du four. Oui. Kémy, donc de votre vrai nom, Franck Mboumba, vous êtes auteur, donc compositeur, interprète, rappeur, poète, écrivain, originaire du Gabon. Vous êtes né à la fin des années 80. Vous êtes connu sous le nom de guerrier bantou. Alors pourquoi déjà et quelle consonance cela a et comment est-ce que justement ce surnom se reflète dans votre œuvre? Le guerrier bantou, le guerrier bantou est né il y a quelques années, hein, mais en fait, je l'ai dit en plaisantant. Et il y a un de mes anciens collègues, on va dire, de musique, qui a repris en me disant le guerrier bantou, le guerrier bantou. Et du coup, je me le suis vraiment approprié. Et le guerrier bantou, c'est important pour moi parce que ça me relie à mes origines, à mon identité. Parce que je suis Kémit, je suis l'artiste que les gens connaissent, mais je suis aussi le guerrier bantou parce que je viens de quelque part de bien précis. Et mon histoire, ma lignée, me renvoie à l'histoire d'un guerrier qui a eu à faire des choses très importantes dans notre histoire. Et moi, en fait, c'est comme une boussole. Oui. Quand je commence à me perdre un peu, je me souviens que je suis le guerrier bantou. Le guerrier bantou vient de quelque part pour véhiculer un certain message, même si le message, je l'adapte à ma conception de la musique du moment. Mais je me souviendrai toujours que je suis d'abord un guerrier bantou. Alors, votre musique est un mélange de hip-hop, de chansons, d'afro-soul, de blues et d'afro-pop. Vous débutez votre carrière musicale et littéraire en 2016, parce que vous êtes également poète, avec la sortie de Bilim, qui était également un recueil de poèmes. Ouais, C'est bien cela? ouais, Vous nous en parlez? oui, alors Billy était mon premier EP. Et mon premier recueil s'intitulait D'année en année. Donc j'ai sorti mon premier recueil et puis en fait ce que j'avais fait c'est que je voyageais beaucoup et je présentais mon recueil, ensuite je faisais le concert, donc je présentais le recueil à 17h et 19h, j'étais en concert, c'était très bien, ça m'a permis d'aller dans plein de pays, de rencontrer plein de gens et d'accroître mon réseau en fait, de rencontrer plus de gens, plus de fans et tout le reste. Donc vraiment, c'est cette double. Enfin, je dis souvent que j'ai plusieurs casquettes. Du coup, j'ai décidé de mettre un chapeau sur ma tête. Parce que je ne vais pas me C'est pas promener mal. avec plusieurs casquettes sur la tête. Donc, le chapeau, c'est beaucoup plus stylé. Et puis, moi, j'aime bien. Et c'est mon personnage. Et c'est lié aussi à mon histoire. Parce que quand j'ai commencé à mettre un chapeau, je ne m'étais pas posé de questions. Mais en réfléchissant un peu quelques années après, je m'étais rendu compte que mon grand-père, dont je porte le nom, parce que le nom que je porte, c'est celui de mon grand-père, il portait un chapeau. Il avait toujours un chapeau. Donc, c'est comme quelque chose de logique que je n'ai pas forcément cherché, mais qui s'est installé comme ça, qui s'est écrit au fil du temps. Alors, votre discographie comprend Azania, sorti en 2018, Diluvienne en 2020, Lunaire en 2021, Tessiture en 2023, Calypso en 2022, Émeraude en 2024. Quel est le nom du prochain? Alors, ça dépend de ce que vous... Enfin, dans les titres que vous avez cités, il y a des EP et des albums. Donc, j'ai trois albums, Azania, Diluvienne et Tessiture. Et Diluvienne Lunaire, c'est une réédition de l'album Diluvienne. Donc, Calypso et Emerald, ce sont des EP. Prochainement, dans quelques semaines en réalité, je vais sortir un EP. D'accord. Un EP, c'est l'EP Jade. J'en ai pas encore parlé, c'est une exclusivité que je vous offre parce que je suis content d'être là. Et en fait, je travaille depuis plusieurs années sur un album important. J'ai commencé à travailler dessus quand j'ai sorti mon premier album. Et l'album sur lequel je travaille depuis plusieurs années s'intitule Couleur Café. D'accord. Donc, Couleur Café, je pense que si le temps ne nous joue pas des tours, il sortira en 2026. Mais si jamais il nous joue des tours, peut-être qu'il sortira un peu plus tard. Alors, vous êtes écrivain, donc, différents recueils de poèmes et d'ouvrages que vous avez publiés en 2017, D'année en année, 2018, Martyr Luther Queens, en 2024, des jours et des nuits, en 2024, Basquiat l'Africain. Alors, je vois que dans votre œuvre, je ne sais pas si je me trompe, il y a aussi beaucoup la notion du temps, de notion d'espace et de temps. Oui, moi, c'est très important pour moi de... En fait, quand je crée mes œuvres, je ne dis pas en telle année, je vais sortir tel livre, je vais sortir ceci. Je crée en fonction de mon énergie du moment.
Et ces œuvres sont sorties de cette manière. Au début, je voulais faire un album, un livre, un album, un livre. Et là encore, je me suis dit, même c'est trop de Après, pression. l'inspiration en même Bah temps, ça oui, parce que se... ça demande trop de travail. L'inspiration ne vient pas, on la commande pas. Elle vient comme Elle vient ou elle vient pas. bah voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de sortir des œuvres quand je sens que j'ai besoin de les sortir. Et quand elles viennent à moi, en fait. Donc, j'ai sorti en Et qu'est-ce 2020. que ça change justement d'avoir changé cette temporalité? Qu'est-ce que ça change dans l'œuvre, en fait, au final, lorsqu'elle sort? Bah, ça permet à l'œuvre de toucher son public. Moi, par exemple, j'ai sorti en novembre dernier le livre Basquiat l'Africain. Ben, c'est un livre qui m'a permis de rencontrer plein de gens. J'ai présenté le livre en France, j'ai été invité au Sénégal, au Gabon, j'étais au Luxembourg. Et je l'ai sorti le 19 novembre et là, je suis à près de 40 présentations, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est parce que, en fait, j'ai créé les conditions de me donner du temps, de m'accorder du temps, de permettre aux œuvres aussi de rencontrer leur public. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a sorti un livre aujourd'hui qu'il va devenir un best-seller le lendemain. Il faut du temps, il faut rencontrer des gens, il faut faire en sorte que le livre intéresse d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis un moment et ça marche plutôt bien. Vous nous en parlez de ce livre, Basquiat l'Africain? Qu'est-ce que Alors, c'est? Basquiat l'Africain, c'est un livre très important. C'est un livre, euh, j'ai souvent tendance à dire, enfin, je ne le dis pas, je le pense, avant que je ne sorte Basquiat l'Africain, mon livre le plus important, c'était le livre Martyr Luther Queens. Ouais. Parce que c'est un livre dans lequel je dresse le portrait de plusieurs femmes noires qui ont eu à œuvrer dans le monde et qui sont parfois méconnues. C'est un pied de nez à Martin Luther King Oui, qui est connu exactement. partout. Exactement. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit parce que je voulais rendre hommage aux femmes, parce que mes modèles à moi, c'est des femmes. Mes modèles à moi, c'est ma mère et ma grand-mère. Donc, je me suis dit, si ces femmes-là sont importantes pour moi, il y a forcément des femmes qui ont eu à œuvrer dans le monde et dont le destin n'est pas connu ou qui ont été... qui Oublié. ont été invisibilisés Ouais. volontairement. Donc moi, j'ai écrit ce livre qui m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire plein de choses. D'ailleurs, j'ai été invité en 2020 dans une université aux États-Unis pour présenter le livre et le traduire avec des étudiants. Mais le Covid a dit non, tu n'iras nulle part. Tu vas rester là. Donc voilà. Maintenant, pour parler de Basquiat, l'Africain, c'est un livre important. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon livre le plus important parce que c'est un livre... Basquiat, c'est un personnage que j'ai découvert un peu en retard, mais qui m'a permis de comprendre plein de choses liées à moi. Pour vous dire, Basquiat, il m'a réconcilié à mes origines, à moi. Enfin, Ouais. et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert dans son parcours, dans sa manière de faire, plusieurs similarités avec moi, parce que moi, Basquiat, c'est un autodidacte dans l'art. Moi, je Ouais. suis un autodidacte dans l'art aussi. Basquiat, il y a une histoire toute simple. Hein. Basquiat, il est né en 1960. Le Gabon, il est indépendant depuis 1960. Basquiat a été enterré un 17 août. Et en fait, le Gabon est indépendant depuis le 17 août 1960. Et pour moi, c'est un symbole, quoi. Et dans la vie de Basquiat, j'ai vu tellement de choses inspirantes. En fait, c'est un modèle et je pense qu'on a tous besoin de modèles pour se construire. Et voilà, donc c'est un livre important qui rappelle qui rappelle la place de l'homme noir dans la société. Et surtout, il m'arrive de dire aux gens que aujourd'hui, en fait, l'Amérique revendique que Basquiat est américain. Mais pour moi, Basquiat, il est américain parce qu'il a réussi. Ouais. S'il n'avait pas réussi, il serait sûrement haïtien parce que son père, il est haïtien. Donc, c'est aussi c'est un contre-pied de faire un livre qui s'intitule Basquiat à l'Africain alors que Basquiat, il est américain. Mais c'est important parce que ses origines profondes sont africaines et dans son œuvre, on retrouve l'identité africaine à travers le vaudou, les masques africains et tous les symboles qu'il a eu à utiliser. Et je suis très heureux d'avoir écrit ce bouquin et je suis très fier de le défendre partout où je suis invité pour en parler. Alors, votre dernier EP, Emerald, est sorti en 2024 avec des singles comme Badman, qu'on va écouter, qu'on va regarder aussi dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les messages que porte ce EP? Et vous nous en parlez de la genèse de Emerald? Alors, Emerald, c'est un EP que j'ai composé, que j'ai réalisé
en essayant de me démarquer de plein de choses. Parce que, en fait, l'année d'avant, j'avais fait, j'avais sorti un album sur lequel j'avais collaboré avec plein de gens. On avait dépensé beaucoup d'argent. Pour vous dire, on a travaillé avec un des compositeurs de Booba qui a composé le morceau, pas les mêmes. C'est, Ouais. pas les mêmes pour moi, mais il a composé le morceau Mona Lisa de Booba. J'ai travaillé avec le compositeur de Zaz qui double disque de diamant et tout. Et on a travaillé sur 2 morceaux. Et en fait, parce qu'on s'était dit que c'était ça la formule de travailler avec des grands compositeurs. Mais après avoir travaillé avec ces compositeurs, les morceaux, ils sont très bien, hein. Après avoir travaillé avec ces compositeurs, je me suis, on s'est mis à réfléchir et je me suis dit peut-être que, en fait, l'étincelle vient de la connexion qu'il y a entre les gens. C'est pas parce que tu travailles avec un grand compositeur que vous allez faire des morceaux excellents. Il faut travailler avec des gens avec qui vous arrivez à trouver un équilibre entre vous et qui comprennent ce que vous voulez véhiculer comme message, qui comprennent votre musique. Donc Emerald, c'est un morceau dans lequel j'ai pas cherché à faire des morceaux qui vont plaire aux gens. Enfin, c'est bizarre de le dire, mais j'ai essayé de me faire plaisir à moi et Ouais. d'écrire ce que j'avais au fond de moi. Le morceau qui porte le titre Emerald, sur le texte, par exemple, je parle de plein de choses qui m'ont touché, Moi, je vis depuis plus d'une dizaine d'années loin de ma famille. Et en fait, je parlais de plein de choses, de ce que ma mère a vécu, qu'elle n'a pas voulu me dire parce que j'étais loin, elle voulait pas m'inquiéter. Enfin, il y a plein de choses que j'ai essayé pas que j'ai essayé, que j'ai dit dans ce morceau, qui sont des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Et quand j'ai travaillé sur sur cette EP, c'était ça, en fait. Il fallait que cette EP soit sincère. Je travaillais sur la sincérité. Je voulais pas essayer de faire un hit, un tube. C'est bien de faire des tubes, mais il faut que même les tubes qu'on fait, il faut qu'ils soient sincères. Il faut qu'ils aient une âme, Qu'il en soit fait. authentique et Authentique. aligné, en fait. Et donc, moi, sur ce projet, c'est ce que j'avais en tête. Et quand j'ai sorti Et d'ailleurs, ça ressort bien dans Batman, où vous envoyez des messages, oui, où vous parlez des fêtards, des personnes du monde de la exactement. nuit. Et sur Batman, c'est carrément ça. Moi, en fait, pense que mon équilibre à moi, je l'ai trouvé sur ce morceau Batman parce que je parle de choses qui ont du sens pour moi et qui ont une certaine résonance pour d'autres personnes. Moi, quand j'étais jeune, enfin, je suis toujours jeune, hein, quand j'étais plus jeune et que j'allais, à l'époque, on allait en boîte, le samedi, et puis le dimanche, on était à l'église, quoi. On Ouais, rentrait à 5 heures du matin, 6 heures, et puis à 8 heures, on est à l'église avec les parents. Et puis, enfin, bref, c'est quand même un paradoxe. C'est comme c'est 2 réalités complètement différentes. Et dans le morceau Batman, je parle de plein de choses qui ont du sens avec une touche d'humour. Parce que je parle, par exemple, du fait qu'un mec, il ait envie de changer l'eau en vin parce qu'on lui a dit que dans la Bible, c'est Jésus avait fait ça. Donc, en fait, il légitime le fait de consommer de l'alcool. En fait, je parle de plein c'est de très, choses très bien écrit. liées. Merci. Et surtout, c'est un morceau dans lequel la temporalité est intéressante. Quand j'écrivais, il y avait quelque chose que j'avais vu à la télé. J'avais le président Biden. Et en fait, il était passé à la télé. Il était en conférence de presse et il parlait de Poutine qui faisait, je ne sais plus quoi, Zelensky. En fait, il a inversé les mots, les noms. Donc, comme s'il disait que Poutine était le coupable, mais il parlait de Zelensky en mettant le nom de Poutine. Donc, en fait, c'était carrément... Enfin, pour moi, c'était fou d'appeler quelqu'un par le nom de la personne qui est censée être le méchant dans l'histoire. Donc, et moi, je le remets dans le contexte du morceau en parlant de quelqu'un qui est bourré en boîte et qui, du coup, se trompe de nom. Parce que là, ça peut avoir du sens. Mais on vous parle du président de la première puissance du monde qui est en conférence de presse devant toutes les caméras du monde et qui appelle le coupable par le nom de l'accusé. Donc, enfin, je trouvais que c'était marrant. Et puis, voilà, et donc, c'est tout ça. Mais c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un morceau que les gens apprécient beaucoup sur scène et que je prends beaucoup de plaisir à interpréter parce que je me sens vraiment dedans. Même la façon de chanter, la voix. Moi, j'ai une voix grave et souvent, je chante avec une voix aiguë. Et sur ce morceau, je me suis efforcé de garder ma voix grave et les gens, ils apprécient bien. Bah, on va l'apprécier aussi ensemble, Kémit. Batman, c'est tout de suite. On se retrouve juste après. Merci.
Tout est dans le style, tout en finesse et en poésie avec notre invité Kémit sur le plateau d'Espace TV Europe. Nous l'accueillons dans les matins d'Aïssa avec beaucoup de plaisir pour parler de son actualité. Il est auteur, compositeur, il est interprète, rappeur, poète, écrivain originaire du Gabon. Il vient nous parler de la sortie prochaine de son nouveau single. C'est la semaine prochaine, le 27 juin. Un titre en featuring avec Pamela Badjogo, ça s'appelle Je pense à toi. Et son concert acoustique à la Comédie Divine le 27 juin à 19h. On imagine un concert divin parce qu'on on sait, enfin je sais en tout cas en ayant fait quelques recherches que vous êtes un véritable amoureux de la scène. Vous aimez aller à la rencontre de votre public et la scène c'est votre dada, hein, comme dirait l'autre. Ah oui, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Mais bon, pour arriver à la scène, il faut déjà faire des morceaux, faire en sorte que les gens apprécient ces morceaux pour qu'ils viennent vous écouter sur scène. Donc oui, la scène, c'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est l'endroit où je m'éclate le mieux. Et, voilà, quoi. Sur scène, j'ai pas de limite. En écriture, j'ai certaines limites parce qu'il faut pas diffamer, il faut pas ceci. Mais sur Ouais. scène, j'ai aucune limite. Et d'où vous vient ce goût pour l'écriture? Je sais que vous êtes né dans une famille où la musique était largement présente à travers notamment votre grand-mère, euh, que vous appelez en tout cas la gardienne des traditions, à travers également votre père qui est un véritable mélomane. Alors moi, la musique, l'écriture, je sais pas. En fait, je suis tombé dedans par hasard, mais en étant dans la musique quelques années après, je m'étais rendu compte que quand j'étais plus jeune, déjà j'étais très timide et je parlais pas aux gens. Et en fait, sur la marge de mes cahiers, souvent quand je recopiais une leçon et puis quand la leçon ne m'intéressait pas, j'écrivais sur la marge des bouts de texte qui ne voulaient rien dire. Et comme j'étais timide à l'époque, j'écrivais des lettres aux filles. Et une fois, je me suis fait griller d'ailleurs parce que le maître, c'était en primaire, le maître a été tombé sur la lettre. Il l'a lu devant tout le monde et là, La honte. c'était horrible. C'était horrible. Mais j'avais écrit. Et un peu plus tard, quand je pouvais plus le faire, donc j'écrivais souvent je faisais des cartes postales. Je prenais l'ordinateur de mon père, j'allais sur Word, je faisais un truc, tac, tac, j'imprimais et puis j'écrivais un truc dessus, j'offrais aux gens. Mais mon père, il savait pas. Mais en fait, les gens, ils appréciaient. Ils appréciaient, mais j'écrivais, mais sans me poser de questions. Mais j'aimais bien la poésie, mais sans plus. Et après, quand je suis en terminale, en classe de terminale, on nous avait demandé d'étudier le livre Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors là, Ouais. j'ai détesté la poésie. Je me suis dit, je ne veux pas faire ça. J'ai détesté. Et puis plus tard, je me suis réconcilié à la poésie parce que j'étais tombé sur la poésie d'Aimé Césaire. Ouais. C'est Aimé Césaire qui m'a fait aimer la poésie en réalité. Et donc voilà. Alors, quels ont été justement les moments clés et les rencontres marquantes qui ont jalonné votre parcours et qui ont contribué à forger l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Bah, l'un des moments les plus importants, je pense, moi j'ai vécu quelques années au Sénégal Ouais. et j'étais dans un collectif qu'on appelle le Vendredi Slam. On Ouais. faisait du slam, c'était chouette, on a rencontré plein de gens, on faisait des concerts intéressants, il y avait plein de monde qui venait et en fait, moi ça m'a permis de gagner en confiance parce que j'ai été timide longtemps. Et l'un des éléments qui m'a sorti de la timidité, ça n'a rien à voir avec la musique, c'était le sport, c'était le basket. À un moment, je faisais du basket, ça m'a sorti de ma timidité. Et quand je suis rentré dans l'écriture musicale ou poétique, j'ai retrouvé un peu cette timidité encore parce que c'était un milieu que je connaissais pas bien. Et le fait de faire des soirées, c'était un collectif avec lequel on faisait des soirées tous les 2 vendredis. Mais du coup, ça m'a mis en confiance. Il y a des gens qui m'encourageaient et qui venaient et puis qui appréciaient ce que je faisais. Et puis du coup, ça m'a sorti. Donc les moments clés, il y a ce collectif dans lequel j'ai été. Il y a l'écriture de mon premier recueil. Il y a une dame qui est la directrice de la bibliothèque du Goethe Institut à Dakar, Ouais. Madame Bouyafal. Elle m'a beaucoup encouragé parce qu'en fait, il y avait un événement qu'elle organisait qui s'appelle Au cœur de la littérature, durant lequel on présentait des livres. Et moi, j'étais allé la voir comme ça, sans avoir le contact. J'étais allé la voir, j'ai dit, moi, j'aimerais bien pouvoir participer à l'événement et tout. Je lui ai dit on va faire un truc, vous m'envoyez le livre en début de mois. Je lis le livre et j'écris le résumé du livre dans un texte de slam. Et la présentation, c'était à la fin du mois. Donc, moi, je présentais le livre en ouverture du café littéraire.
Et c'était génial. Ensuite, elle m'a demandé d'écrire les résumés du café littéraire. Ensuite, j'ai eu plein de trucs. Mais après, ça m'a agacé parce que, en fait, je ne lisais plus pour les bonnes raisons. Je n'arrivais plus à lire pour prendre du plaisir. Je lisais parce qu'il fallait. Et après, c'est devenu désagréable. Donc, cette femme-là, elle m'a beaucoup encouragé. Et puis, plein de gens avec qui j'ai travaillé. Il y a mon producteur qui m'a encouragé pendant longtemps à écrire parce que j'ai un morceau qui est très important dans ma carrière, c'est Sur ma comète. Et la première personne à qui j'ai fait écouter ça, j'étais pas sûr. Je l'ai fait écouter, mais j'étais pas sûr. Je m'attendais à ce qu'elle me dise non. Et puis elle m'a tout de suite dit oui. Et puis en fait, le morceau, il a une belle vie, quoi. Donc moi, en fait, les rencontres ont été graduelles. Et chacune des personnes que j'ai pu rencontrer à un moment clé a contribué à faire de moi celui que je suis d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, il y a ce que moi-même j'ai eu à faire, mais les rencontres m'ont permis de gagner en confiance, m'ont permis d'asseoir ce que je faisais et puis de me dire que c'est peut-être pas trop mal ça. Donc voilà, mais j'ai testé plein de choses aujourd'hui. Je pense que je suis un ancien du métier. Voilà. Alors du coup, pour conclure, quelle est votre vision de l'art et de son impact sur la société? Et comment espérez-vous que votre travail soit perçu en fait, quel héritage vous avez envie de laisser, en fait, même si vous êtes encore tout jeune, hein. Permettez-le-moi. Oui. Mais je ne suis pas tout jeune, je suis jeune. On va dire ça comme ça plutôt. Et voilà. Je pense que avec le temps, je me suis rendu compte de quelque chose parce que j'ai testé plein de choses, j'ai travaillé avec plein de gens connus ou pas connus. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le propre de l'art, c'est quand même la sincérité. Si on veut laisser des traces, enfin, moi, mes œuvres qui ont marqué les esprits d'après le retour que j'ai reçu, c'est quand même des œuvres dans lesquelles j'ai mis de la sincérité. Donc, je pense que ce que j'aimerais laisser, enfin, ce que j'aimerais donner encore comme élément aux personnes qui vont tomber sur ma musique ou qui écouteront ma musique, c'est leur donner de la sincérité, en fait. Parce que je trouve que la sincérité, elle est importante, elle est déterminante dans une œuvre de l'esprit, parce qu'une œuvre créée est une œuvre de l'esprit, et moi, j'aimerais pouvoir être sincère et faire ce que j'aime. D'ailleurs, il y a une citation d'un artiste que j'aime bien, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, qui s'appelle Damso. Il dit, je pense qu'il dit, fais ce que tu aimes jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Pas mal. Et ça, c'est très important. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de faire ce que j'aime, de kiffer ce que j'aime. Et puis, ça finira par plaire aux gens, en fait. Mais parce que ça va plaire aux gens parce que je l'aime et parce que c'est sincère ce que je fais. C'est sincère ce que je dis. Le message que je véhicule dans ma musique, il doit être sincère, même si c'est sous une forme plutôt ironique ou drôle ou j'en sais rien, ou engagé. Enfin, bref, peu importe la manière dont je véhicule ce message, mais il doit y avoir au fond de ce message de la sincérité. Donc moi, je réapprends à être moi, en fait. C'est ce que je fais et j'y arrive petit à petit. Dieu merci. C'est réussi, en tout cas, Kémit. Merci d'être venu nous rendre visite. Ça sort le 27 juin. Le titre en duo avec Pamela Badjogo. Et le soir même, 19h, le rendez-vous, c'était à la Divine Comédie. Un tout dernier mot rapidement, parce que le temps est vite passé. Kémit, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Je veux dire aux gens qui m'écoutent, essayez de faire ce que vous aimez parce que c'est très important. On n'a qu'une vie. C'est important de faire ce qu'on aime parce qu'en faisant ce qu'on aime, on s'épanouit. Essayez de vous épanouir dans ce que vous faites et essayez d'écouter ma musique aussi et de venir à mes concerts. C'est très important. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur et plein de chance dans ce que vous allez entreprendre. N'hésitez pas à le retrouver sur ces différents réseaux. Il est partout, Kémit, pas les mêmes. C'est le clip avec lequel on se quitte. Kémit, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. À très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. Merci. Au plaisir. Le 27 juin, en concert à la Divine Mélodie. Kémit, ça a été un plaisir de l'accueillir. On continue. Les matins d'Aïssa
sur Espace. Allons-y, quelques minutes avec Igor Wadar, de passage à Paris, qui nous parle d'une association qui s'appelle Sport et Études pour tous. Bienvenue, merci Igor Wadar de nous rejoindre dans les matins d'Aïssa. Vous nous présentez cette association qui a pour but de partager les valeurs du sport. Sport et Études pour tous, qu'est-ce que c'est? Vous nous racontez? Alors, Sport Études pour tous est une association tchadienne qui est née il y a 4-5 ans aujourd'hui. Et on essaye d'accompagner des jeunes filles et garçons au niveau du Tchad à travers des projets de sport et surtout d'éducation. Oui. Voilà. Donc, on met un accent particulier sur l'éducation. Donc, on accompagne des filles âgées de 8 à 14 ans au Tchad autour de ce genre de projet. Alors, comment est née cette association? Et quand vous dites on, c'est qui? Alors, c'est un groupe d'amis issus de la diaspora tchadienne en France, donc tous anciens ou pas sportifs. Oui. Et on s'est réunis autour de cette association justement pour aider tous ces jeunes-là au pays. Alors, elle est créée à partir d'une discussion un soir Oui. dans une chambre. Donc, 3 amis qui décident, surtout par rapport au manque de structure et manque surtout de l'accompagnement de l'État vis-à-vis de ces jeunes. Oui. Parce qu'on est parti de là, nous aussi. Donc, on a décidé de créer cette association pour accompagner ces jeunes-là. Alors, quand vous parlez de sport et d'études, ça veut dire qu'en même temps de l'apprentissage de sport, ces enfants vont pouvoir apprendre à faire des études, en fait. Vous nous parlez du concept. On essaye d'accompagner ces jeunes et leur faire comprendre et surtout de leur inculquer les valeurs de la vie. Oui. Donc, le sport, c'est un vecteur de valeurs. Voilà, également. beaucoup de valeurs. Oui. Mais on essaie aussi de faire comprendre à ces jeunes que c'est important l'éducation. Aller à l'école aujourd'hui, c'est hyper important. Raison pour laquelle nous, on met un accent très, très particulier, surtout sur l'éducation. On envoie des fournitures scolaires au début de toutes les rentrées scolaires. On essaye d'accompagner les parents et à chaque trimestre, on essaye de vérifier au niveau des bulletins des enfants pour essayer de les accompagner dans ce sens-là. Oui. Donc, quand ça ne va pas, on essaye de payer des répétiteurs pour accompagner ces jeunes-là, pour leur faire comprendre que le plan A, c'est le sport. Certes, c'est un rêve. Mais n'oubliez surtout pas que l'éducation, c'est quelque chose de très important. C'est la chose qui vous permettra aujourd'hui d'aller dans la vie active plus tard. Donc, on met un accent vraiment très particulier sur l'aspect éducation. Alors, on sait très bien qu'au Tchad, il y a des valeurs traditionnelles qui sont très ancrées. Vous parliez tout à l'heure de l'importance également que ces filles puissent s'épanouir à travers le sport aussi. Quels sont les arguments que vous mettez en avant pour convaincre les parents que les filles doivent, en tout cas, rejoindre l'aventure? Est-ce que c'est compliqué de faire comprendre aux parents faites venir vos filles, on va les accompagner à travers le sport et les études? Alors Aïssa, ça c'est une très très belle question parce que effectivement au Tchad, c'est hyper compliqué d'aller voir des parents et de leur demander de laisser des jeunes filles venir pratiquer du sport. On avance des arguments aujourd'hui, surtout à travers beaucoup de médias, à travers la réussite de beaucoup de filles dans le milieu sportif. Oui. Et le but, le principal, c'est d'inclure justement la gente féminine. On essaie de faire comprendre que la femme ou la fille, elle a tout autant qu'un petit garçon sa place dans la société, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études ou que ce soit dans n'importe quel aspect de la vie, elle a sa place. Alors, vous accompagnez un artiste qui accompagne également le projet, KNJ Le Renard, c'est ça? Oui. Merci de nous rejoindre quelques minutes également sur l'antenne d'Espace TV Europe pour nous parler de l'apport que ce que vous allez apporter à cette association, à cette vision. Déjà, vous la partagez, vous êtes originaire du Tchad. Oui. Pourquoi est-ce que c'était important de rejoindre le mouvement de l'association Sport et Études pour tous? C'était important pour moi parce que je viens aussi du Tchad, du coup. Et pour moi, en tant qu'artiste, l'art m'a permis de m'exprimer et aussi de partager ce que je sais faire avec le monde. Et je pense qu'avec le sport, on peut aussi partager ces valeurs-là. Donc la musique et le sport se rejoignent. Et je voulais aussi faire un truc pour, au-delà de la musique, faire un projet qui va impacter aussi mon pays, on va dire.
Alors, comment vous apportez votre pierre à l'édifice? Comment est-ce que vous agissez dans ce projet Sport et études pour tous? Au travers de mes chansons. Oui. Donc, moi, je fais de l'afrobeat et je mets beaucoup l'accent sur ma langue maternelle, qui est le ngambay. Oui. Et ça permet de véhiculer facilement des messages qui sont compréhensibles par tous, que ce soit les personnes plus âgées ou bien les jeunes de ma génération. Donc voilà, être aussi ce porte-parole pour pouvoir aussi parler aux jeunes, quoi. Alors, il y a également l'artiste Moussa Aimé qui a rejoint le mouvement. Pourquoi c'était important qu'il y ait des artistes qui rejoignent l'aventure rapidement, en quelques mots? Alors, c'était important pour nous de nous faire accompagner par ces artistes parce que c'est des artistes qui ont une voix. Alors, Moussa Aimé n'a pas pu être là, malheureusement. On a Kaenji Le Renard. Merci d'ailleurs d'avoir accepté ouais. Voilà. On a une artiste chanteuse aussi, Naïs, qui n'est malheureusement pas là non plus. Alors, on a décidé qu'il nous accompagne sur notre projet parce que on est une diaspora tchadienne vivant en Europe. Ça fait 4 ans qu'on existe, mais personne ne nous connaît. Donc, on a décidé d'organiser une soirée ce 12 juillet. Oui. Voilà. Donc, à quel endroit? Alors, ça serait au 64 avenue Bouchano, sur Vitry-sur-Seine. Oui. Voilà. Donc... Alors, où est-ce qu'on va sur Internet pour en savoir un petit peu plus si on veut venir à la soirée? Alors, sur tous les réseaux. Alors, si vous allez sur nos réseaux sociaux, Sport Études pour tous, en abrégé 7, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, on fait assez de communication là-dessus. Donc, pour ceux qui veulent venir découvrir cette association, parce qu'il faut aussi rappeler que nous sommes à la recherche des partenaires. Oui. C'est ce genre de projet, c'est pas évident. Oui. Que pour les membres. Donc, si jamais il y a des partenaires ou si il y a des gens de bonne volonté qui veulent intégrer l'association, nous sommes ouverts. C'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion, bien sûr. On vous retrouve où sur les réseaux sociaux pour vous rejoindre? Sur Facebook, Association Sport Études pour tous. D'accord. Sur Instagram, Association Sport Études pour tous. Et sur TikTok, Association Sport Études pour tous. Partout. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci surtout à vous de nous avoir invités. Merci Aïssa. À très bientôt. À très bientôt, merci. En direct avec notre invité investi dans le tissu associatif et culturel en direction de la Côte d'Ivoire. Il est installé en diaspora depuis quelques années. Nous accueillons Moussa Djarasouba pour nous parler de 2 événements phares initiés par le collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire, une fédération de 30 associations ivoiriennes qui ont décidé de se réunir en 2022. Alors nous l'accueillons, Moussa Djarasouba. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Je suis très heureuse de vous accueillir. Comment ça va? Oui, bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de l'espace Europe TV. Et c'est tout un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de vous parler de nos événements à venir dans ces 2 jours. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes une des figures du tissu associatif et culturel ivoirien en diaspora. Votre engagement a pris racine en Côte d'Ivoire, d'abord à Daloa dans les années 90, ensuite à Anyama. Et vous êtes arrivé en France. Cet engouement, cette passion pour le rassemblement, pour l'unité, pour le vivre ensemble a continué en France. On racontera votre histoire et votre parcours aux téléspectateurs tout à l'heure. Alors, vous êtes venu nous parler de votre actualité à travers le collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire que vous avez fondé en 2022. C'est une fédération de 30 associations qui se sont réunies pour cette cause, on l'entend bien, unifier, unir, rassembler les associations de la Côte d'Ivoire pour porter plus fort et plus loin leur message. Alors vous êtes venu nous parler de la Coupe nationale des Ivoiriens de France, c'est la 5e édition du tournoi de foot. L'édition 5e aura lieu le 21 juin à Sarcelles. Et vous êtes venu aussi nous parler de la 4e édition de votre dîner de gala, la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne qui aura lieu le 28 juin prochain. Alors parlez-nous d'abord du collectif que vous avez initié en 2022, 30 associations ensemble pour créer cette fédération, le collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire. Vous nous en parlez un petit peu plus? Ok, merci. Le collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire, c'est une fédération des associations
des communautés originaires de la Côte d'Ivoire, et des ONG, et des leaders d'opinion ivoirienne ici en France. Et pourquoi le collectif Signé pour la Côte d'Ivoire? Et nous avons constaté qu'après les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens de la diaspora vivaient un peu en méfiance. On ne se parlait pas du tout, on ne se fréquentait pas. Et nous nous sommes interrogés à un moment donné, est-ce qu'il fallait rester là? Est-ce qu'il fallait regarder les choses en l'état? Surtout que nous avons des enfants qui naissent ici en diaspora, qui ne connaissent pas chez eux. Si ces enfants-là voient ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, qu'on parle, on leur parle, et ces personnes-là ne se parlent pas, ne se fréquentent pas, est-ce que ces enfants auront le courage d'aller dans notre pays d'origine? Non. Et donc, nous avons mis les égos de côté et nous nous sommes parlé franchement et nous avons dit que c'est important de jouer notre partition et que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité d'antan et que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble, qu'on laisse derrière nous dans le passé lointain et toutes les crises qu'on a connues. Donc, le collectif Signé pour la Côte d'Ivoire est né à partir de ces idées-là. Et nous qui sommes les différents présidents d'associations ici en France, et nous nous sommes réunis et nous avons réfléchi ensemble. Même le nom Signé pour la Côte d'Ivoire, ça a été tout un débat. Pendant 2 à 3 mois, il y avait plusieurs noms et après, finalement, c'est Signé pour la Côte d'Ivoire qui a été retenu. Et donc, nous avons un rôle, sinon nous nous sommes donné un rôle primordial de cohésion entre les Ivoiriens de la diaspora et même les Ivoiriens de partout dans le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire. Toute ethnie confondue et toute ethnie confondue. Exactement. Et en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. Et donc, au sein du collectif Signé pour la Côte d'Ivoire, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées. Sinon, je dirais quasiment tous les grands groupes ethniques. Et même les idéologies. Nous retrouvons des gens qui sont dans tous les grands partis politiques que vous connaissez, toutes les religions que vous connaissez. Et quand nous nous retrouvons, nous parlons d'une seule chose, l'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Qui a toute son importance à l'approche des prochaines échéances électorales où ça commence un peu à chauffer sur les réseaux sociaux. Oui. C'est l'occasion de rappeler ce message d'unité et de dire la politique, oui, mais restons unis, nous sommes des Ivoiriens. Oui, donc c'est pourquoi cette année, l'édition de cette année est très, très importante. Et nous profitons de cette édition-là pour lancer un message fort chacun. Heureusement que nous, en notre sein, il y a quasiment toutes les communautés. Et chaque représentant du collectif se fera ambassadeur auprès des différentes communautés en Côte d'Ivoire ou ici, expliquer qu'avant les élections, il y a une vie. Et après les élections, il doit aussi avoir une vie. Essayons de copier un peu. Dans le pays qui nous accueille, la France, nous voyons quand il y a des élections, nous ne savons même pas qu'il y a des élections. C'est après, lorsqu'on doit programmer des résultats, que voilà, tiens, il y avait les élections aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense que c'est l'unité nationale de notre cher Patrick et la Côte d'Ivoire qui doit primer. Et voilà, si nous brûlons la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous aurons demain? Qu'est-ce que nos enfants auront demain? Et donc, c'est ce message-là que nous devons lancer. Les hommes politiques passent, mais le pays demeure. Et justement, mettre en lumière ces talents de la Côte d'Ivoire à l'occasion du gala. Vous allez d'ailleurs récompenser des personnes qui excellent dans leur domaine et qui font briller la Côte d'Ivoire. C'est important également dans le contexte de l'après-Cannes, de se dire tout le monde nous a regardés, tout le monde nous a félicités pour cette belle organisation, cette belle cohésion, ce sens de l'hospitalité. Continuons dans ce sens, puisque vous organisez aussi ce tournoi de football où cette hospitalité et puis tout ce qu'on a vu à travers cette belle CAN que l'Afrique a applaudi, c'est important de dire nous, voilà, on veut rester dans cet état d'esprit, Monsieur Diarra-Souba. Oui, exactement, c'est important. La CAN a été une preuve que Dieu, moi je suis croyant, que Dieu avait voulu nous montrer et pour dire qu'il est nécessaire que les Ivoiriens se donnent la main. Et tout le monde a vu lors des premiers matchs le naufrage qu'avait connu la Côte d'Ivoire. Tout le peuple s'est levé comme une seule personne et nous avons vu le résultat. C'est toute l'image et
tout le monde a vu comment est-ce que cette CAN a été bien organisée, tout le monde a été bien accueilli, tout le monde s'est bien amusé. Et donc, il ne faut pas s'arrêter qu'à la CAN. Et nous voulons transmettre sur nos prolongés et ces beaux moments, ces belles images que nous avons pu avoir et de la CAN et pour vendre encore plus la destination Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays très hospitalier. Et voilà, il y a eu ces événements malheureux qui sont arrivés et nous voulons vraiment effacer cela et de la mémoire de toutes les personnes que la Côte d'Ivoire reste ce qu'elle est, pays hospitalier qui accepte, qui accueille tout le monde. Et la Côte d'Ivoire va continuer toujours à accueillir l'Afrique et le monde entier. Alors, 5e édition de la Coupe nationale des Ivoiriens de France, c'est un tournoi de foot. C'est le 21 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler la genèse? C'est une 5e édition, donc vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous nous racontez un petit peu pourquoi vous avez mis en place cette Coupe nationale, ce tournoi de football, et parlez-nous un petit peu de son ADN. La CONIF, voilà, nous avons, comme on a dit, nous, dans notre tête, dans notre, voilà, ce que nous souhaitons, dans nos idées, et nous avons voulu quelque chose qui puisse rapprocher les Ivoiriens, quelque chose où, voilà, on ne voit pas de différences, idéologies ethniques, politiques et autres. On a vu que c'est le football qui est facteur de rassemblement. Et donc, au niveau, on a décidé de partir du football, créer ce rassemblement-là, créer cette cohésion que nous voulons. Donc, nous avons voulu que ce soit une coupe nationale qui regroupe tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette coupe rassemble toutes les régions. Combien d'équipes vont concourir? Nous avons 16 équipes qui représentent quasiment toute la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest au centre. Et donc, toute la Côte d'Ivoire s'y retrouve. Et vraiment, nous sommes aujourd'hui à la 5e édition. Nous avons commencé un peu timidement. À la première édition, nous étions à 8 équipes. Et je dirais même cette année, nous avons été obligés de réduire le nombre d'équipes. L'année dernière, on était à 24 équipes. Cette année, on risquait de se retrouver à une trentaine d'équipes. Quand c'est comme ça, c'est difficile de gérer. C'est difficile de gérer, c'est difficile de pouvoir tenir sur une journée. Nous avons dû demander pardon à beaucoup d'équipes pour que vraiment ils nous permettent de réduire le nombre d'équipes, qu'on puisse pouvoir terminer dans le temps. L'année dernière, nous avons fini à 22 heures. Ouais. Et vraiment, c'est difficile pour les athlètes, c'est difficile pour tous les organisateurs. Peut-être dans les années à venir, vu qu'il y a un nombre vraiment d'équipes vraiment importantes qui veulent participer à l'événement, nous allons peut-être nous projeter sur 2 ou 3 jours pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment participer. Mais pour l'instant, vu que le tournoi s'organise sur une journée, et nous sommes obligés de revenir. Nous avons présélectionné les équipes qui ont été meilleures pendant les 4 précédentes éditions. Et ce sont les 16 meilleures équipes qui sont là cette année qui vont participer à ce tournoi. Ça, c'est concernant les hommes. Il ne faut pas oublier, il y a les femmes aussi qui jouent. Voilà. Et nous, au niveau du collectif, nous faisons une part belle à la femme à sa place. Et donc, nos mamans, nos femmes, voilà, et nos sœurs vont aussi compétir. Donc, il y aura 16 équipes des femmes aussi qui vont jouer. Et sans oublier nos enfants qui viennent souvent accompagner. Et nous avons décidé à ce que les enfants puissent venir aussi participer à cette fête-là. Donc, il y a 6 équipes des femmes qui vont s'affronter en 2 poules de 3-3. Et puis après, en éliminatoire direct, demi-finale et finale. C'est-à-dire qu'il y a une coupe pour les hommes, c'est celle qui est devant vous. Et elle est où la coupe pour les femmes, M. Djeras, ou pas? Bon, comme je ne pouvais pas tout amener, voilà, la coupe des femmes. Il y a la déléguée des femmes qui devait être là. Normalement, elle devait venir avec la coupe des femmes. Okay. Elle a été empêchée en dernière minute à cause de son travail. Bon. Et donc, c'est elle qui devait venir avec la coupe des femmes. Donc, nous avons amené cette belle coupe qui est au nom de notre parrain. Et la coupe Karim Ouattara, nous profitons pour lui faire un coucou. Et voilà, c'est la coupe du vainqueur. Et cette coupe dédiée à notre parrain, Karim Ouattara, DGA de la LONASI,
qui fait beaucoup pour la culture, le sport, le social en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes à Paris. Elle ressemble trait pour trait à la coupe que le PSG vient de remporter. Donc, voilà, nous sommes dans cette dynamique-là aussi. Et voilà, pour féliciter le PSG, pour dire que nous sommes parisiens et nous sommes fiers pour la victoire que le PSG vient d'offrir à toute la France. Bon, là, c'est le fan de foot qui parle, hein, M. Diarra. Oui, bien sûr, je suis fervent supporter du Paris Saint-Germain depuis que je suis encore en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec fierté que nous avons fêté cette victoire. Alors, il y a également le consul général de Côte d'Ivoire à Paris qui prend part à l'événement en le parrainant. La CONIF Coupe nationale des Ivoiriens de France. Cette fois-ci, ça a lieu à Créteil, dans le 94, au stade Créteil-Pompadour, 18 avenue de la Pompadour à Créteil. Toute la journée, 8h30, 18h, avec également des animations. Oui, et donc il ne faut pas l'oublier, le consul général de Côte d'Ivoire, j'allais venir là-dessus, M. Isiaka Konaté, qui fait aussi beaucoup tout ce qui est organisation socio-culturelle ici en diaspora. Et déjà l'année dernière, il nous avait accompagnés en tant que président de l'événement. Cette année encore, il nous accompagne. Dans les premières éditions, nous faisons aussi un coucou à M. l'ambassadeur Maurice Bandama, qui est son excellence, et qui était aussi le président des 2 précédentes éditions. Et donc, et cette année, oui, l'année dernière, c'est son excellence, le consul général, M. Isiaka Konaté, qui en préside. Donc, ce sera au stade Créteil-Pompadour, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et donc, nous donnons rendez-vous à tout le monde, à toute la diaspora. Ce serait à partir de 8h30 et jusqu'à 17h. Alors, le trophée, justement, cette coupe sera remise aux gagnants des gagnants à l'occasion de la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne qui va rassembler les Ivoiriens autour de leur culture, autour également de l'excellence, puisque des personnalités seront récompensées. 4e édition de ce dîner gala, vous nous en parlez ? Oui, avant de venir sur le dîner gala, il y a un pan de votre question que je n'avais pas répondu. Et c'est concernant ce qui va se passer dans la journée du tournoi. C'est à côté du football, c'est la fête, c'est une journée festive. Et donc, il y aura de l'ambiance, l'animation, comme on dit chez nous, tam-tam, il y aura la gastronomie africaine, tout ce qui a été à locaux, tout ce qui a été proposé pendant la CAN, voilà, et nous allons proposer le foutou, tout ça le ici. célèbre foutou. Ben, il y aura tout, voilà, il faut que les gens viennent, et ceux qui sont friands de la bouffe africaine, la bouffe ivoirienne, ben, il y aura un peu de tout, hein. Et c'est pas que ivoirienne, donc tout ce qui est nourriture africaine sera accessible sur place. Et donc, ce sera avec plaisir que nous invitons tout le monde à venir prendre part à cette journée d'allégresse. Et le prolongement de la CONIF, c'est le dîner de gala que nous organisons, que nous avons appelé la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne. On comprend pourquoi, vous nous voilà, avez expliqué donc, tout à l'heure. Ça parle de cohésion, et encore un peu plus loin. Et au cours de cette soirée, c'est une soirée de bienfaisance. Et il faut savoir que tous les fonds que nous allons recueillir au cours de cette soirée nous servira à aller réhabiliter des écoles primaires en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a déjà 2 écoles primaires qui sont en cours de réhabilitation. Depuis l'année dernière, c'est dans la région d'Iguémont et Cavali. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est à l'extrême ouest. Et donc, c'est la fondation l'ONACI, par le biais de notre parrain Karim Ouattara, qui finance cette réhabilitation à 100%. Et donc, au cours de ce dîner gala, nous aurons des distinctions que nous allons donner à des artistes qui ont marqué leur époque en Côte d'Ivoire, qui sont souvent oubliés, que la nouvelle génération ne reconnaisse pas ou ne connaisse pas forcément. Et je pense que c'est vraiment à leur honneur que nous faisons ça, parce que vraiment tous ces artistes-là, lorsque nous avons commencé, et c'est les artistes qui se bousculent pour pouvoir avoir une distinction, pour certains qui n'en ont jamais eu, pourtant ils ont été des très grands artistes qui ont bercé
l'enfance de beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici en diaspora. Et donc, nous leur donnons ces distinctions pour service rendu à la nation. Et à côté de ça, nous donnons aussi des distinctions aux anciens sportifs. Oui. Les sportifs, que ce soit des footballeurs, que ce soit des handballeurs ou basketteurs, bon, que ce soit des femmes ou des hommes. Et nous donnons aussi des distinctions à ces anciens sportifs qui ont aussi rendu service à la nation. Et sans oublier les présidents d'associations qui sont souvent dans l'homme, qui font beaucoup de choses dans le social et la culture. Et également, ces présidents ou présidentes d'associations, nous donnons des distinctions. Nous n'oublions pas les hommes des médias, et comme vous également, et voilà, qui sont tous ceux qui sont dans les médias, qui permettent aux gens de découvrir ce que nous sommes en train de faire. Si les médias n'existent pas, tout ce que nous allons faire, ça va passer inaperçu. Et donc, nous faisons un clin d'œil à ces personnes des médias. Donc, même il y a le président des journalistes ivoiriens de France. Et voilà, j'annonce ça comme ça, qu'il va avoir une distinction. À côté de lui, il y a des grands journalistes tels que, bon, nous espérons qu'il sera là, et en train de regarder son calendrier, Yves Zogo Junior, et qui va être distingué. Une dame comme Marie-Catherine Kouassi également. D'accord. Voilà, donc ces personnes sont en train de voir leur calendrier. C'est pour vous dire jusqu'à où nous allons avec toutes ces distinctions. Et voilà pour dire que c'est important que la Côte d'Ivoire se retrouve, et c'est ce que nous recherchons, et que nous nous retrouvons tous ensemble, que nous passons des bons moments. Et il ne faut pas oublier le côté des bienfaisances, une soirée de levée de fonds et des bienfaisances, que voilà, ceux qui viennent faire parler leur cœur pour que voilà, on sauve des écoles. Et il y a des écoles qui sont en ruine en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Et nous avons pensé à cela, parce que l'école primaire, c'est la base. Voilà, nous autres qui sommes en train de parler aujourd'hui, si nous arrivons à bien nous exprimer, et comme nous pouvons le faire, c'est cette base, bonne base que nous avons eue en Côte d'Ivoire. Moi, Inch'Allah, l'école primaire en Côte d'Ivoire. Et donc, je me dis, voilà, il y a des enfants qui ont besoin d'être dans les conditions dont nous avons profité. Et donc, nous venons vraiment en aide à toutes ces écoles-là et dire aux gens que ce n'est pas que de l'amusement, c'est vrai, nous nous amusons, mais nous faisons aussi du sérieux à côté. Important, donc, M. Diarra Souba, la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne, c'est le 28 juin, une semaine après le tournoi. C'est au palais de l'Épidore, à l'Île-et-Rose, au 3 avenue de l'Épidore, donc à Villejuif, pardon. On y accède par le métro ligne H, arrêt l'Île-et-Rose, donc à Villejuif, dans le 94. Alors, on va juste raconter un peu votre histoire, votre parcours. Vous avez été piqué par le moustique, on va dire, du milieu associatif, de la vie associative en Côte d'Ivoire. En 92, vous avez dirigé le conseil scolaire au lycée 3 de Daloa. En 94, l'amicale des jeunes de l'antenne à Niama. Alors, en fait, ce virus vous a piqué très, très jeune. Et puis, il y a de nombreuses années, Moussa Diarra Souba. Oui, ben, je vais même vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. Et il y a eu une période en Côte d'Ivoire, c'était dans les années 90. On a appelé ça l'année blanche. Donc, c'est une période où l'école était arrêtée parce que voilà, il y avait des mouvements, des grèves et autres. Donc, les écoles avaient été fermées. C'est la période où est né le Zouglou, en fait, non? Oui, c'est ça. Voilà, dans les années 90. Et donc, c'est la période... mais vous êtes bien informés. Ah, bah quand même. C'est bien. Et donc, pendant cette période-là, il n'y avait pas d'école et puis on jouait au foot. C'était notre passe-temps. Et avant, le foot, c'était les après-midi, mais cette période-là, et on jouait le foot le matin. Après, bon, on n'avait rien d'autre à faire. Et le soir encore, on rejouait au foot. Et donc, pendant cette période-là, j'ai commencé à organiser un tournoi dans les années 90. Voilà. Et j'étais tout jeune. J'ai organisé le tournoi, figurez-vous. Ceux qui venaient jouer à ce tournoi-là, la plupart, ils étaient plus âgés, plus grands que moi. Et moi, j'étais tout petit là, et les gens sont venus. Et à l'époque, celui qui organise le tournoi l'appelle le comité. Ouais. Voilà, comité. Donc, arrivé un moment, les gens se disent, mais où est le comité même? Et là, je sors, je viens. C'était des grands frères. Ils jouaient, ils me regardent. Mais attends,
C'est ce petit-là qui est en train de nous faire jouer comme ça. Mais attends, oh, si tu ne nous fais pas gagner, on va te chicoter. donc, pour vous dire, déjà, voilà, cette période-là, j'avais déjà cette envie d'organiser des choses que je faisais. Et ça a continué. Après, je me suis retrouvé au lycée 3 de Daloa. Et en ce moment, je devais être en classe de seconde. Et il y avait celui qui était, je n'étais même pas chef de classe, hein. Et celui qui était chef de classe, après, il a voulu que je sois son adjoint. Et après, c'est lui qui vient m'encourager. Il y aura bientôt l'élection du président du lycée. L'élève dépasse le maître. Ben oui, c'est lui qui vient me dire. Il dit, lui qui est mon chef de classe, moi, je suis son adjoint. Il me dit, non, Djarasouba, je sais que tu peux. J'ai dit, mais non, j'ai dit, mais là, attends. Et non, plutôt, nous étions en classe de première. Voilà, c'était en classe de première parce que c'est un second cycle. Le lycée 3, il y a la classe de seconde, ça commence par ça. La classe de première et terminale. Je dis, mais nous sommes en première. Qu'est-ce que moi je peux dire devant les gens de terminale? Parce qu'après, il faut passer dans les classes, il faut faire sa campagne. J'ai dit, franchement, je ne pense pas que je pourrais. Non, il a commencé à me galvaniser pendant plusieurs jours. On peut y arriver. Non, moi, je sais que tu as la capacité. J'ai dit, mais comment toi, tu sais que j'ai la capacité? Il dit, non, tu peux. Et effectivement, voilà, après, j'ai décidé de faire acte de candidature. Et il y avait des candidats des classes de terminale et des classes de première. Voilà, il faut savoir qu'il y avait une vingtaine de classes. Vous imaginez, c'était au moins 60 à 70 personnes par classe. Il fallait passer devant tout le monde, parler de son projet, ce que vous voulez faire. Et donc, voilà, mon histoire a véritablement commencé là. Et donc, après, j'ai été élu président. On appelait ça président du conseil scolaire, mais on nous appelait les délégués. Et donc, quand on est président du lycée, et donc il y a les activités culturelles, les activités socio-culturelles que vous avez organisées. Donc, voilà, je me suis retrouvé à organiser des concours comme Génie en herbe que j'aimais bien, et des tournois de foot. Bon, je ne dirais pas de tournois, on appelait ça à l'époque interclasse, de football, de handball, de basketball. Et puis même, il y avait même le journal de l'école que nous avons créé, et voilà, qu'il fallait rédiger chaque fois, le quotidien. Et donc, c'est parti de là. Et je me suis vraiment bien senti à ce poste-là. Et partant de là, et nous qui étions tous les présidents du lycée et au collège, on se retrouvait et puis on partageait nos expériences. Et donc après le lycée, et comme vous l'avez si bien souligné, je suis retrouvé à Niama et je suis natif d'Anyama. Je me suis retrouvé à Niama. Quand j'arrive à Niama après le lycée, je viens au quartier et j'ai dit aux gens que j'ai envie de faire quelque chose au quartier. Bon, en ce moment, personne ne savait que je pouvais faire ce genre de choses. C'était à Daloa, donc ils ne savent pas ce que j'ai eu comme expérience là-bas. Et donc, je les rassemble. Et ce jour-là, on a fait venir tout le monde dans la cour, tous les jeunes. Et mon père même était assis, mon père était surpris. Et quand il a vu les gens venaient, les gens disaient, non, quand on vient écouter Moussa, mon père dit, mais... il demandait à mes soeurs, qu'est-ce que Moussa a de si important? A dit à ces gens-là que tous viennent se retrouver. Et donc, tout le monde est venu par curiosité et je déroule... voilà ce que je vais organiser pour le quartier. Et donc, j'ai créé voilà, la première association du quartier qui s'appelait AGA Amical, je l'ai nommé comme ça, l'Amicale des jeunes du quartier Antenne. Voilà ce que c'était notre secteur. Et partant de là, nous avons organisé voilà, des journées culturelles. Et je vous dis même, on a eu organisé des tournois, des concours de théâtre. Cette année-là, déjà, je faisais ça. Et voilà, je pense qu'on a été lancé là jusqu'à ce que je me retrouve en France. Quand j'arrive en France, bon, voilà, on se cherchait, donc on avait oublié toutes ces choses-là. Et j'ai un autre ami encore des États-Unis qui m'appelle, qui me dit, mais Moussa, quand on était petit, c'est toi qui organisais les trucs, les tournois. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici en Occident? Lui, il est aux États-Unis, à New York. Moi, je suis ici. Et on a eu cette chance-là. On est un peu partout dans les grandes capitales. Ouais. Nous qui étions petits en Côte d'Ivoire, on a rêvé au quartier, hein, je vous dis. On a rêvé de nous retrouver un jour en Occident. Et donc, chemin faisant, on a eu la chance
de se retrouver, d'autres en Espagne, d'autres en Belgique, d'autres en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et donc, mon ami, il me dit, organisons, mettons, j'ai dit, mais l'association que nous avons faite, c'était juste un truc des quartiers. Il dit, mais non, voyons un peu plus grand. Et quand il me parle, non, je botte en tout, je dis, hey, on a trop de problèmes ici. Maintenant, on va régler notre problème. On n'est pas encore régularisé. On cherche d'abord à avoir les documents. Et chaque fois, il me relançait. J'ai dit, bon, j'ai compris. On va faire la chose. Et là, on crée ce qu'on appelait la diaspora d'Anyama. Et donc, la DIDA. La DIDA, c'est la diaspora d'Anyama, avec des représentants un peu dans les grandes capitales, où il y avait un délégué aux États-Unis, un délégué en Belgique, en Espagne, un peu partout. Et nous avons pu faire de grandes choses. Nous sommes même allés à Nyama, faire un don de matériel médical, un conteneur de 40 pieds d'une valeur d'à peu près 200 000 € que nous sommes allés offrir dans le centre de santé, à l'hôpital d'Anyama, un peu partout là-bas. Et nous avons même aussi fait des dons de ce genre-là. Parce que je me suis retrouvé aussi au sein d'une autre association qu'on appelait la diaspora du Denguele. Ouais. Voilà où j'étais le secrétaire général de cette association-là. Donc la machine est partie de là et ça nous a amené aujourd'hui au collectif Signé pour la Côte d'Ivoire. Et donc vraiment, je pense que... C'est épanouissant pour vous? Comment? C'est épanouissant pour vous? Oui, je me sens bien. Et moi, comme je dis souvent à ceux qui travaillent avec moi, j'ai dit le but n'est pas forcément de gagner quelque chose. Et moi, le fait de voir qu'on a voulu faire quelque chose, on est arrivé à ça, et c'est le plus grand soulagement que je peux obtenir. Même le parrain, la première année quand il arrive, parce que habituellement, quand les gens le sollicitent, les gens disent non, mais ouais, il faut nous envoyer quelque chose, il faut nous préfinancer pour que, voilà. Il dit, mais vous n'avez rien demandé. Mais comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir, parce que je m'assois là, j'essaie de calculer, je chiffre un peu, je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai dit, c'est la passion qu'on a pour la chose, et donc ça nous permet de franchir des barrières. Et donc, moi, ma satisfaction, c'est de savoir qu'on a pu faire quelque chose qui puisse donner du plaisir, de la joie à des personnes. Quand il y a ça, moi, franchement, je suis comblé. C'est une belle conclusion. Nous avons discuté, échangé pendant 30 minutes. Monsieur Djara-Souba, ça passe très vite. Oui. On rappelle donc les événements, la CONIF, la Coupe nationale des Ivoiriens de France. C'est le 21 juin, jour de la fête de la musique. Samedi 21 juin, 8h30, 18h. Sortez en famille, il va faire chaud. En plus, samedi, venez vous détendre, participer aux animations, encourager les équipes, vous restaurer. C'est au stade Créteil-Pompadour, dans le 94. Vous ne pouvez pas le louper. Un stade très connu en région francilienne, et puis le dîner de gala de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne le 28 juin, une semaine après. C'est au Palais de l'Épidore, 3 avenue de l'Épidore, à Villejuif, dans le 94. Dépêchez-vous de vous procurer vos places. Comment on peut conclure cet entretien, Moussa Djara-Souba? Déjà, c'est de remercier Espace TV Europe de nous avoir reçus, de nous donner l'opportunité de passer sur votre antenne et de nous adresser à toute la diaspora et inviter toute la diaspora à venir prendre part à ces deux événements. Les matins d'Aïssa sur Espace.